Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là ce matin. Pour rappel, les brunchs radicaux sont un cycle de débat, de formation, de discussion que l'on a monté et donc qui commence aujourd'hui pour les prochains mois pour discuter politique et de discuter des politiques publiques que l'on veut mener, voire se développer, mais aussi discuter de sciences politiques, de concepts politiques. Et on commence aujourd'hui avec un thème qui nous est cher, la radicalité. Et donc, si les brunchs sont enregistrés, c'est parce qu'ensuite on pourra les revoir et vous pourrez regarder celui-ci après votre peut-être repas pénible de Noël avec tonton pas woke qui vous aura inspiré un besoin de revenir à la radicalité. Alors, je vais commencer par faire un petit historique de la radicalité puisque de la radicalité en politique, puisque c'est un mot que l'on retrouve beaucoup et à plein d'endroits de l'échiquier politique. Et donc, ça peut poser question et savoir ce que l'on met derrière. Et en réalité, il y a plein de choses qui sont mises derrière. Donc ensuite, Sandrine viendra vous dire ce que nous, on met derrière et comment on utilise cette notion de radicalité. Le terme radicalité ou radicalisme est apparu au début du 19e siècle et les Britanniques l'utilisaient pour demander une radical reform du système électoral et qui était vu comme un changement rapide et très différent du système électoral. Et ça a ensuite été repris en France autour de 1830 par ce qui était à cette époque-là l'extrême gauche de la monarchie de Juillet et qui demandait aussi des changements radicaux. Petit à petit, le terme radical est resté dans ce que sont devenus les héritiers en fait de cette partie de la monarchie de l'extrême gauche sous la monarchie de Juillet. Et donc le terme radical a été utilisé non pas pour ce qu'il signifiait, mais en héritage de ça. Et donc il y a eu le Parti radical, qui est un des plus vieux partis de France existant encore, mais qui s'est séparé en plusieurs parties. Et je ne vais pas vous refaire tout l'historique parce que ce serait très long, mais il est devenu notamment une partie de l'UMP, une partie de l'UDI, donc qui est plutôt de droite et centre-droite et une partie du parti radical de gauche qui est plutôt centre socialiste centriste et dont on retrouve de nombreux partenaires aujourd'hui de Macron et de La République en marche dans ces partis-là. Donc en fait, même s'il reste des poches de radicalité dans plusieurs parties de l'échiquier politique, en termes de nom, c'est devenu un nom. Le terme radical, on le retrouve beaucoup dans les partis qui sont plutôt centristes, à droite, à gauche, mais plutôt à droite. C'est aussi un terme qu'on retrouve beaucoup en dehors de l'échiquier politique pour qualifier un certain nombre de choses. Il a été beaucoup utilisé pour qualifier la radicalisation de jeunes, de personnes dans l'islamisme, dans son acception la plus violente. Et donc, on parlait des jeunes radicalisés, de la déradicalisation. On parle de la radicalisation des militants dans un certain nombre de domaines, mais ça, on y reviendra. Pour ce qui est de la scène politique, ce terme de radicalité qui était peu utilisé a été remis sur le devant de la scène par deux personnes autour des années 2021-2022. Sandrine Rousseau, ici présente, qui a utilisé ce terme dans la primaire pour les présidentielles, donc la primaire écologiste pour les présidentielles. Et juste après, elle parlera de comment elle a décidé d'utiliser ce terme et de s'en emparer et ce qu'elle a décidé d'en faire. Et une autre personne qui l'a beaucoup utilisé est toujours Éric Zemmour, qui est venu en politique autour de ce terme radicalité, mais qui est vraiment une autre utilisation de la radicalité et là qui renvoie vraiment à la radicalité de nos racines chrétiennes, géographiques, familiales et qui est en fait l'utilisation conservatrice du terme radical, qui est une vraie volonté de revenir bon, on sait à des racines qui sont globalement très fantasmées et qui sont très nationalistes. Et donc, c'est cette utilisation qu'il en fait, mais un peu à ce moment-là à contre-courant de l'extrême droite plutôt RN, FN, qui était dans une dédiabolisation. Lui est arrivé en disant, moi, je suis l'extrême droite radicale. Et donc, je passe la parole à Sandrine pour qu'elle nous parle de sa radicalité à elle, à l'opposé total de celle d'Éric Zemmour. C'est pas peu dire. Bonjour tout le monde, merci Harmonie. Oui, alors rien à voir vraiment, et je savais même pas qu'il avait utilisé ce terme. Je pensais pas qu'ils sont revendiqués. Bon. Parce que en fait, là,
enfin, bon, déjà, je pose sur Éric Zemmour le fait que ce qu'il pose en politique est en dehors du champ républicain et en dehors du champ de la loi, puisque je rappelle qu'il a été condamné pour des propos à caractère raciste et que, en fait, enfin, voilà, dans une démocratie qui fonctionnerait, devrait se poser véritablement la question de la possibilité d'interdire ou pas un parti politique comme le sien. Bref. Donc, quelle radicalité en écologie? Bon, déjà, commencer peut-être par dire que la situation impose des mesures et une prise de conscience extrêmement importante. Je rappelle que on est dans une situation sur le front du climat qui est extrêmement grave. J'ai une pensée pour les habitants de Mayotte qui sont actuellement sous le coup d'une alerte violette qui n'a jamais été atteinte, d'une tempête, d'un ouragan, d'un typhon, je ne sais pas exactement qui s'appelle Chipo, je crois, et avec des pointes de vent qui sont attendues à 280 km/h, alors que Mayotte est un territoire pauvre avec une partie du territoire couverte par des bidonvilles faits de tôle et de bâches. Et donc, le risque humain de cet événement climatique risque d'être, enfin, le coût humain de cet événement climatique risque d'être extrêmement important. Et finalement, ça dit quelque chose de notre période, puisque ces alertes violettes se multiplient, c'est-à-dire qu'on a été obligé d'ajouter une couleur aux alertes de catastrophes météorologiques, parce que l'ampleur, la force de ces événements et leur fréquence est en train d'augmenter. Je rappelle aussi que sur les 9 limites planétaires, c'est les 9 limites qui ont été identifiées par les chercheurs comme étant celles qui définissent notre capacité à vivre sur Terre, nous humains. Sur ces 9 limites planétaires, 7 sont sont soit dépassées, soit atteintes. 7 sur 9. Et je rappelle un chiffre qui est un peu passé inaperçu, mais que nous avons en 2024 été toute l'année à plus 1,5 degré, que l'essentiel des puits de carbone, c'est-à-dire ce qui absorbait le carbone comme l'Amazonie, sont en train de se retourner et de devenir des émetteurs de carbone, que la biodiversité est en état d'effondrement. Je le rappelle parce que, en fait, il faut qu'on comprenne la gravité de la situation pour comprendre la nécessité de la réponse politique à la gravité de la situation. Donc ça, c'est la première chose, on est dans une situation d'une gravité extrême sur le plan du climat. Parlons du social. Aujourd'hui, il y a un Français sur trois qui se prive de nourriture. Qui se prive de nourriture. On est quand même la cinquième puissance ou la sixième puissance mondiale. Et il y a un Français sur trois qui se prive de nourriture faute d'argent. On a une explosion des plus riches sous l'ère Macron, puisque on est le pays de l'OCDE. On est le pays de l'OCDE où le nombre de millionnaires a le plus augmenté depuis 2017. On est le troisième pays au monde en termes de millionnaires, derrière la Chine et les États-Unis en premier, je crois, et la Chine en deuxième. Donc en fait, on a une politique qui est une politique systématique d'écrasement des plus pauvres, avec de l'autre côté une envolée de la richesse des plus riches dans notre pays. Et pour terminer ce tableau sombre, c'est que le service public qui a été un choix fait j'y reviendrai, mais extrêmement important en fait après-guerre, ces services publics sont en train de s'effondrer sur eux-mêmes. À l'hôpital aujourd'hui, il y a une telle souffrance des personnels, une telle pénurie de personnel qu'en fait, il y a des urgences qui ferment, il y a des services complets qui ne peuvent pas ouvrir le nombre de lits qui leur est alloué faute de personnel. Il y a des gens, et je viens de sortir un rapport là-dessus, qui sont attachés à leur lit pendant plusieurs jours parce que personne n'est là pour les gérer. Enfin, on est dans une... Si vous regardez l'école publique, on est le pays où il y a le plus de fuites vers le privé. Quoi que vous regardiez, en fait, il y a un délitement de ce qui faisait la France. Et moi, quand j'entends les conservateurs de tout poil dire la France, c'est un drapeau des valeurs chrétiennes, je rappelle que la France
C'est un choix radical qui avait été fait de mise en commun d'une partie de notre richesse pour faire en sorte que personne ne se retrouve sur le bord de la route. Aujourd'hui, à cause de la politique d'Emmanuel Macron, nous sommes vraiment dans une situation extrêmement grave. Et en fait, c'est comme si nous étions dans un moment de bascule entre deux mondes possibles, soit un retour vers les années 60, mais de manière forcée par l'obligation, soit une société progressiste et émancipatrice. Et ça, enfin, j'y reviendrai, mais la société est d'une certaine manière en train de le faire sans le politique. Donc, raison pour laquelle, dans cette situation inédite, nous avons besoin d'avoir un discours extrêmement clair. Pardon. Nous avons besoin d'avoir un discours extrêmement clair, un discours simple, un discours de réponse aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Et ce discours simple, ça n'est pas de faire des compromis avec le camp de la raison, supposément de la raison en politique. C'est d'avoir une ligne qui nous est propre et que nous pensons être juste. Cette ligne, elle est simple. C'est que la croissance ne peut pas gouverner nos vies. Nous ne pouvons pas tout faire en fonction de la croissance. La croissance extractiviste, la croissance qui ne peut fonctionner aujourd'hui que sur la base de l'aggravation des inégalités, ne peut pas être la solution aux problèmes qu'elle a elle-même créés. Donc on ne peut pas continuer à penser à l'intérieur de ce cadre intellectuel, de ce cadre théorique, de ce cadre économique qu'est la croissance. Première chose. Et ça, le poser, c'est quand même déjà être radical en réalité. Parce que je pense que nous sommes les seuls à poser ça. Quand le nouveau Front populaire s'est créé, on a bien vu que finalement, la solution qui était proposée, c'était une forme de redistribution des richesses créée par la croissance. Alors certes, il y avait la possibilité d'en sortir, mais on était quand même dans une espèce d'hésitation face à cela. Moi, je pense qu'on ne peut plus hésiter. En fait, il n'existe pas aujourd'hui de possibilité de croissance qui nous protège. Ça n'existe pas. Donc, ça ne peut pas être le cadre dans lequel nous réfléchissons. Petit 1. Petit 2, nous ne pouvons pas imaginer euh, que la société de demain sera une société avec les mêmes hiérarchies sociales que celles que nous avons connues ces 70 et 80 dernières années. Ces hiérarchies sociales sont à la base, au fondement d'un système économique et social qui aujourd'hui nous met en danger de pouvoir continuer à vivre sur la Terre. Donc en fait, ça n'est pas rien. C'est-à-dire que euh, quand on a posé le fait colonial, quand on a posé le fait raciste, quand on a posé le fait misogyne, en fait, on a ordonnancé la société. On a ordonnancé la société pour que certains puissent posséder les richesses et puissent s'accaparer une partie de la production, du mérite, de la fierté, et qu'en fait, ils en usent comme d'un pouvoir sur les autres. Et nous ne pouvons pas continuer à penser une société émancipatrice si nous ne posons pas la question du changement de nos hiérarchies sociales. Et donc la question, parce que j'entends des fois des gens, même à gauche, dire non, mais les problèmes sociétaux, on verra après, on va d'abord s'intéresser au social, on verra les sujets sociétaux après. Je vous dis, les problèmes sociétaux sont intimement liés aux problèmes sociaux. En fait, pourquoi les travailleurs les plus précaires sont des travailleurs le plus souvent racisés? Pourquoi les femmes touchent 25% de moins? Pourquoi toutes ces questions-là, ce ne sont pas des faits du hasard qui arrivent comme ça spontanément. C'est le résultat d'une hiérarchie sociale. Donc ne pas contester la hiérarchie sociale, c'est ne pas contester l'ordre économique et social dans lequel nous sommes. Donc deuxième chose, donc la croissance, on oublie. Deuxième chose, on revoit nos hiérarchies sociales. Troisième chose, on sort, on sort la question de nos besoins du débat politique. Je m'explique. Aujourd'hui, nous ne nous interrogeons plus sur ce dont nous avons absolument besoin et ce dont nous n'avons plus besoin. Or, un changement de société s'impose si nous revoyons l'ordre de nos priorités dans nos besoins. Aujourd'hui, nous devons sortir d'un système de consommation de masse et de production de masse. Pour cela, il va falloir que l'on se pose cette question qui aujourd'hui est interdite dans le débat politique, c'est qu'est-ce qu'on abandonne?
qu'est-ce qu'on abandonne? Parce que oui, il va falloir abandonner des choses si on veut prendre le virage à la hauteur de ce qui est nécessaire. Il va falloir abandonner des secteurs économiques, l'aéronautique par exemple. Il va falloir abandonner euh, des, des industries comme le plastique jetable, enfin, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a je crois que c'est 15 kilos de plastique qui sont jetés toutes les secondes, quelque chose comme ça. Enfin, c'est délirant, en fait, ce qu'on fait subir à la planète. Donc, qu'est-ce qu'on abandonne? Et on peut abandonner des secteurs économiques sans abandonner les gens qui travaillent dans ces secteurs économiques. Et c'est ça, les politiques publiques que nous devrions mener aujourd'hui, c'est de quoi on a besoin, du coup, qu'est-ce qu'on abandonne? Et les personnes qui travaillent dans les secteurs que nous abandonnons, comment nous ne les abandonnons pas, précisément? Comment nous ne les laissons pas seuls face à une situation dans laquelle ils ont tout à perdre? Et pour faire ça, eh bien, nous pouvons nous appuyer sur une société qui est déjà en avance sur le monde politique. Si vous regardez les indicateurs sociaux, non pas les sondages, mais les enquêtes sociologiques qui s'intéressent avec des protocoles euh, qui sont internationaux, qui sont les mêmes protocoles réalisés dans chaque recherche sociologique de sorte que des comparaisons puissent être faites, etc. Eh bien, si vous regardez ces enquêtes sociologiques et non pas les sondages, eh bien, vous vous apercevez que la société est bien plus progressiste que ce que le débat politique ne laisse à penser. La société française est déjà en train d'interroger la valeur du travail dans sa vie et le rapport au travail. La société française est déjà en train de diminuer de manière conséquente la consommation de viande. Et je rappelle ce chiffre, le nombre de végétariens est 3 à 5 fois supérieur au nombre de chasseurs en France. La société française est déjà en train de diminuer le racisme. Je sais, ça ne va pas assez vite, mais on est déjà là-dedans. La société française est en train de diminuer son sexisme. Je sais, ça ne va pas assez vite, on est déjà là-dedans. Et en fait, ce qui nous empêche de faire le pas vers d'autres hiérarchies sociales, vers un autre modèle économique et social, c'est l'obstination et la maîtrise économique qu'ont certains et la violence qu'ils utilisent pour continuer leurs affaires. Et en fait, si nous ne posons pas cela, alors nous ne posons pas les solutions. Et quand je dis qu'il y a une violence économique, j'en viens à la crise actuelle, où pourquoi Emmanuel Macron ne veut-il pas changer son modèle économique? Mais précisément parce que il représente le camp de ceux qui préfèrent faire des affaires plutôt que d'avoir un avenir. Et aujourd'hui, quand j'avais vu le gouvernement Barnier, je m'étais dit que, en fait, c'était l'image qui m'est venue à ce moment-là, c'était comme ces parents, vous savez, dont les enfants deviennent adolescents, que les adolescents veulent sortir, veulent faire la fête avec leurs copains, et des parents qui n'acceptent pas que leur enfant grandisse, les enferment dans leur chambre, leur retirent le portable et leur dit, tu sortiras pas ce soir. Et en fait, le gamin qui est adolescent, de toute façon, tôt ou tard, il finit par sortir parce que c'est la vie qui est comme ça, parce qu'il est en train de grandir, qu'il est en train d'échapper à ses parents et que c'est bien ainsi. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans la société actuelle. C'est-à-dire que Macron est obligé d'utiliser la force. Il a utilisé la force contre les Gilets jaunes, il a utilisé la force contre le mouvement des retraites, il utilise la force démocratique en faisant un déni des résultats des élections législatives parce qu'il est dans la situation de ses parents qui prive de portable des adolescents qui sont en train de lui échapper. Aujourd'hui, la société française est en train d'échapper à ce conservatisme. Et la société française est déjà bien plus loin, bien plus prête. Si on regarde les gestes écologiques, la société française, tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Tout le monde en fait quand c'est possible d'en faire pour eux. C'est-à-dire, s'il y a le tri des déchets, les gens font le tri des déchets. S'il y a la possibilité d'avoir des transports en commun, les gens font les transports en commun. Donc en fait, et le réchauffement climatique fait partie de manière constante dans les enquêtes sociologiques des premières préoccupations. Aujourd'hui, la jeunesse, et j'en termine par là, aujourd'hui, la jeunesse est en très grande souffrance psychologique. Dans le rapport que je viens de sortir les urgences psychiatriques, il y a ce chiffre qui ne fait pas la une des journaux et qui pourtant est absolument indispensable chez les jeunes filles de 10 à 19 ans.
10 à 19 ans. Les tentatives de suicide ont augmenté de 570% depuis 2007. 570%. C'est une épidémie. C'est un problème de santé publique majeur. Et quand on interroge les psychiatres sur pourquoi les jeunes femmes se suicident-elles, chez les hommes, l'augmentation est de 300%. Pourquoi les jeunes se suicident-ils ou tentent-ils de se suicider? Eh bien, la réponse, c'est parce qu'ils subissent des violences, parce qu'il y a du harcèlement, mais parce qu'ils sont éco-anxieux. Dans quelle société on décide qu'un point de PIB est supérieur à la santé de notre jeunesse? Donc, la radicalité, c'est notre réponse politique. Parce qu'en fait, nous n'avons pas le choix. Parce que nous devons être non seulement solidaires, mais nous devons offrir un avenir à nos jeunes et que nous ne pouvons pas nous contenter d'un discours conservateur bon teint ou d'un discours de raison ou de rationalité qui en fait est un discours de déraison. Aujourd'hui, la raison, c'est de changer radicalement notre rapport au monde, notre rapport au vivant, notre rapport à nous-mêmes et donc notre système économique. Voilà pourquoi il nous faut de la radicalité en politique. Merci beaucoup, Sandrine. Moi, je vais enchaîner en vous parlant un peu de la vision, ou peut-être de la peur que peut provoquer ce recours à la radicalité. Donc, d'une part, parce que, comme on l'a dit, le terme radicalité est utilisé dans toutes sortes de situations, y compris pour décrédibiliser des militants qui sont considérés comme radicaux dans des manifestations, dans des mouvements. Il est utilisé pour désigner des dérives religieuses, souvent d'ailleurs quasiment exclusivement par rapport à l'islam, parce que c'est de ça que l'on parle beaucoup. Et quand on a remis, avec Sandrine, quand Sandrine a remis au centre de la table politique, écologique, le terme radicalité, y compris dans le camp de la gauche, y compris chez les écologistes, ce terme a fait un peu peur et a dérangé. Et moi, j'avais été particulièrement étonnée d'une tribune qui était parue dans le JDD à l'époque, qui n'était pas le JDD d'aujourd'hui, une tribune signée par 50 élus du camp de l'écologie qui appelaient à voter Yannick Jadot au moment de la primaire. Donc ça, c'est le jeu de toutes les primaires, hein. C'est aussi très sain. Le problème n'est pas que des gens appellent à voter pour Yannick Jadot et fassent un choix et l'expriment. Ce qui m'avait questionné, c'était les termes qui étaient utilisés dans cette tribune. Alors je vais vous en lire deux petits extraits. L'heure n'est pas au témoignage d'une radicalité éloignée de l'exercice du pouvoir et de ses contraintes, mais au choix résolu d'assumer les responsabilités qui nous incombent. Et le deuxième extrait, il est de notre devoir de choisir un candidat prenant résolument le parti de rassembler et d'incarner une écologie pragmatique. Et donc moi, ces deux petites phrases, alors elles ont peut-être un peu mal vieilli, hein, parce que c'est vrai que les choses ont beaucoup avancé depuis, mais moi, j'avais été très étonnée que l'on considère la radicalité comme éloignée de l'exercice du pouvoir. Et puis cette utilisation du terme pragmatique, alors j'ai cherché quelles étaient les définitions du terme pragmatique. En philosophie, le pragmatisme, c'est n'est vrai que ce qui fonctionne, et au sens politique, c'est se soucier de l'efficacité. Et donc, en fait, moi, ça me pose deux problèmes. Le problème, c'est si on prend le terme philosophique, n'est vrai que ce qui fonctionne. Pour savoir que quelque chose fonctionne, il faut l'avoir testé et expérimenté. Et la place de l'expérimentation en politique, y compris de l'expérimentation qui fait un pas de côté, qui est un peu radicale, est vraiment très importante. Et moi, je l'expérimente au quotidien depuis 4 ans dans mon rôle d'adjointe au maire à la ville de Bordeaux. C'est que on doit expérimenter des choses pour savoir si elles fonctionnent et puis même pour savoir qu'elles ne fonctionnent pas. Et pour dépasser ça, pour construire de nouvelles choses, pour écrire de la théorie. Je vous donne un petit exemple. On vient d'ouvrir à Bordeaux un nouveau dispositif d'hébergement pour des jeunes toxicomanes qui étaient à la rue, qui ont des chiens, parfois plusieurs chiens, et qui posent un certain nombre de difficultés dans les prises en charge classiques, notamment par leurs addictions et par le fait qu'ils ont des chiens et donc qu'ils ne trouvent pas de place dans des centres d'hébergement classiques. C'est ce qu'on appelle de l'accueil à bas seuil. C'est assez difficile à mettre en œuvre, hein, c'est assez sport, mais on avait déjà fait une première expérimentation dans une salle commune, une salle des fêtes qui n'était, enfin, oui, c'est ça, une sorte de salle des fêtes qui n'était pas utilisée à Bordeaux. Là, on vient d'ouvrir un bâtiment qui était non utilisé depuis un moment, et donc on a ces 15 jeunes qui vivent sur place. Et
on verra ce que ça donne. Mais c'est ces expérimentations qui vont nous dire si c'est efficace. Donc, est-ce que ce n'est pas pragmatique parce qu'on fait quelque chose qui n'est pas encore testé et qui n'a pas prouvé son efficacité? En fait, si on se borne qu'à faire des choses qui ont prouvé leur efficacité, on a un mode d'action qui est très réduit, notamment quand il faut faire face à des problématiques nouvelles et inédites. Et ensuite, la question, en fait, d'opposer le pragmatisme à d'autres modes d'expression politique, moi, me pose problème parce que quand on fait de la politique, on cherche tous et toutes le pragmatisme, en fait. Moi, jamais, je me dis, et c'est la même chose pour tous les élus, jamais, quand on prend des décisions, des arbitrages politiques, on a des services techniques qui nous font des propositions, qui nous disent quels sont les plus, les moins de chacune solution, des solutions. Et jamais je me dis, bon, celle-là semble moins efficace, mais je vais la choisir parce que, je sais pas, je préfère le nom, je préfère la couleur, parce que ça me plaît plus, parce que ça me va mieux au teint. Ça n'existe pas, ça. On essaye toujours de trouver la chose la plus efficace qui va fonctionner ou qui nous semble avoir un intérêt particulier. Et donc, on est tous et toutes pragmatiques en politique, sauf à déborder du cadre de la loi, à tirer des intérêts personnels, à faire des détournements de pouvoir, de fonds. Mais ça, là, bah, la question du pragmatisme ne se pose pas puisqu'en fait, on ne respecte pas la loi. Et donc de toujours venir opposer ça et de dire que la radicalité serait éloignée de l'exercice du pouvoir. Mais l'exercice du pouvoir, vous savez, c'est une sorte de fable qui revient beaucoup, qui vient de Weber, qui est l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Alors moi, je trouve que c'est une fable parce qu'en fait, comment peut-on opposer les deux? Ce sont bien nos convictions qui dictent à un moment le chemin que l'on prend en responsabilité pour atteindre un but. Puisque l'éthique de responsabilité, ça signifie ce que l'on met en œuvre pour atteindre un but. Et ça vient de nos convictions. Si on dit que nos convictions sont séparées de notre responsabilité d'action pour atteindre un but chez les écologistes, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nos convictions, elles sont utopistes, irréalisables, immatures, et qu'on est fondé à les défendre que quand on est dans l'opposition. Et qu'une fois qu'on arrive dans un exécutif aux manettes en responsabilité, il faut mettre nos convictions immatures et irréalisables de côté et rentrer dans le camp, tu en parlais tout à l'heure Sandrine, de la raison de ce qui est réalisable. Et en fait, de dire ça, de dire la radicalité est éloignée du pouvoir, il faut rassembler, il faut incarner une écologie pragmatique, ça ne nous dit rien sur ce qu'on veut faire dans le fond, mais ça passe le message que on va se placer dans le camp peut-être du centre, dans le camp du mou, dans le camp de la réforme, et ne pas aller vers quelque chose qui va bousculer les habitudes. Et ça, de dire qu'on ne va pas trop bousculer les gens, pas trop bousculer les habitudes, pas trop bousculer l'économie, et ben en fait, de facto, ça sort du pragmatisme, parce qu'on n'est plus dans quelque chose qui va être efficace. Ça va à l'encontre de toutes les observations scientifiques, de toutes les observations des rapports du GIEC, des scientifiques atterrés par exemple, ou même de ce que demandent les citoyens. Aujourd'hui, ils demandent un changement assez largement. Et donc, moi, je pense que l'heure est à la radicalité. Il y a un historien français qui s'appelle Christophe de Vogt qui résume la radicalité en politique à cette phrase, à enjeu terrible, réponse rapide. Et c'est ce que l'on veut faire. Et ce serait faux de dire que notre volonté d'utiliser la radicalité en politique, ce serait de la brutalité, parce que nous, on est hors de la brutalité. Nos bases, et c'est le contraire d'ailleurs d'Éric Zemmour qui utilise la radicalité, c'est que nous, quelles sont nos convictions profondes? Quelles sont les choses que l'on veut mettre en œuvre? En fait, on se base sur principalement une de nos grandes racines, c'est l'écoféminisme. L'écoféminisme, c'est de la radicalité qui revient au fondement de nos problématiques de société. Et quand on remonte toutes ces problématiques de société, qu'on en trouve le fondement, on est toujours à peu près sur la même grande problématique qui est la question de la prédation. La prédation sur les femmes, la prédation sur l'environnement, la prédation sur les animaux, la prédation sur la force de travail et le corps des plus précaires, et qui va induire l'inégalité, les violences envers les femmes, envers les enfants, la colonisation, la prédation et la destruction de l'environnement. Et de revenir à ces fondements aussi, d'ailleurs, je vais rebondir sur quelque chose que disait Sandrine quand tu parlais du plastique. Revenir aux fondements, c'est aussi analyser quelles sont les vraies problématiques et ne pas se laisser embuer par peut-être des lobbies qui voudraient eux-mêmes trouver des solutions qui les arrangent à des problèmes qu'ils ont causés.
la question du plastique est un problème planétaire très important. Mais le problème du plastique n'est pas que le recyclage du plastique et le déchet plastique. Et en fait, si on écoute les lobbies, maintenant ils font des plastiques qui se recyclent et on sait ce qu'on va faire, où on va les envoyer, comment on va faire. Il y a un autre problème qui est moins, alors, qui commence à être vraiment étudié, documenté et mis sur le devant de la scène, qui est la question aussi de l'impact sur notre organisme du contact avec le plastique répété, des petites girafes molles là qu'on a mâchouillées quand on était enfant, des boîtes en plastique dans lesquelles on a mangé, des couverts en plastique. Et donc revenir au fondement des problèmes, c'est aussi identifier quelles sont les problématiques pour venir les résoudre. Et donc cette radicalité, elle n'est pas du tout déconnectée du pouvoir et déconnectée des solutions qu'on doit mettre en œuvre. Au contraire, elle nous permet aussi de regarder en face quels sont les grands intérêts économiques, quels sont les lobbies, quels sont les constats que l'on doit faire et de se donner une ligne en fait de euh, l'urgence d'un constat et l'intransigeance d'un combat. Et ça, c'est très important pour nous. Et pourquoi peut-être aujourd'hui les écoféministes sont sur le thème de la radicalité et de l'action radicale? Je pense que c'est parce que l'urgence d'un constat sur un sujet qui nous préoccupe et qui est beaucoup celui par lequel nous, par exemple, avec Sandrine, avec d'autres qui sont ici, on s'est rassemblés autour des questions d'égalité femmes-hommes et des violences faites aux femmes, c'est que l'urgence de ces constats, nous, on les a expérimentés dans notre chair, à nous personnellement, dans nos corps, dans nos professions, dans nos vies, mais dans celles aussi de nos mères, de nos sœurs et de nos amis. Et ça nous donne, oui, une intransigeance de combat. Mais aujourd'hui, si on commence à transiger en permanence, à revenir sur ce que l'on dit, à se dire qu'il faut pas aller trop vite, qu'il faut pas aller trop fort, qu'il faut pas aller trop loin, on ne va pas avancer face à un défi qui est le plus grand défi de l'humanité. Et je vais vous donner quelques exemples parce que je vous disais, voilà, il y a des écologistes hein, qui ont un petit peu peur aussi d'affirmer des choses dans lesquelles ils croient profondément. Ils croient profondément, ils pensent profondément qu'il faut avancer sur ces sujets-là. Quand, je vais vous donner un sujet qui me concerne particulièrement, à Bordeaux, quand le maire de Bordeaux dit qu'il faut arrêter cette histoire de sapin de Noël devant la mairie de Bordeaux. De quoi on parle? On parle d'un sapin qui traversait une partie de la France sur un énorme camion dans un convoi exceptionnel et qui revenait à 65 000 euros pour 15 jours de décoration d'une place. On ne parle pas de tous les sapins du monde, on parle de celui-là qui coûtait 65 000 euros. Et à un moment, il dit, il faut arrêter ça. Et on le remplace par une œuvre d'art que je vous invite à venir voir à Bordeaux, un sapin en verre qui est moderne et assez magnifique. Il y a d'autres sapins, des vrais, dans des pots réutilisables d'ailleurs, parce qu'on essaye de faire au mieux. Mais celui-là, on l'a remplacé par une œuvre qui coûte 2 fois son prix, mais qui dure toute la vie. Donc c'est-à-dire qu'en 2 ans, on l'a rentabilisé. On a eu des réactions très violentes, mais en fait qui étaient des réactions très relayées, mais d'une partie assez extrême de la population. Des gens qui disaient que on Mhm. voulait tuer le christianisme, qu'on avait décidé de s'en prendre, de mener une guerre contre les chrétiens, contre les symboles, contre Noël, ce qui n'était pas du tout le cas. Et ben ces décisions-là, c'est comme quand Sandrine parle du barbecue, de la viande, de la consommation de viande. C'est des choses dont on est intimement convaincu, dont on discute beaucoup, hein, la consommation de viande et son impact sur le climat. Et donc, en fait, quand on a des sorties comme ça et quand on pose des choses comme ça sur la table, l'écologie doit faire bloc autour de ces questions. Quand bien même elles seraient radicales, quand bien même les solutions seraient radicales, parce qu'en réalité, on parle de choses qui ont un réel impact sur les finances publiques, sur l'environnement. Et pour conclure, je vais vous parler de deux petites choses. La première, c'est que se placer dans le camp de la radicalité quand on fait de la politique, ça ne veut pas dire être dans la pureté idéologique et se retrouver complètement tétanisé et ne rien pouvoir faire, ne rien pouvoir voter, ne rien pouvoir mettre en œuvre si ça ne change pas radicalement ce qui se passe. Un exemple, L214, qui a un but profondément radical sur l'arrêt de la consommation de viande, du mal-être animal, les questions de végétarisme et de véganisme. Bon, L214, ils veulent faire changer un certain nombre de lois, ils veulent faire changer la société, ils mènent une bataille culturelle. Ça ne les empêche pas, parce que tout ne change pas d'un coup, ça ne les empêche pas d'aller discuter et d'aller négocier avec des grands groupes, avec des supermarchés, pour petit à petit changer l'utilisation des œufs, la provenance des œufs, d'aller faire d'aller sur l'espace public, dire aux gens il faudrait manger moins de viande, il faudrait réduire la consommation et d'utiliser comme ça tout un tas de moyens d'action pour arriver à leur but, peut-être par des moyens détournés, tant qu'on n'arrive pas.
précisément à changer complètement le fondement de cette problématique qui nous incombe. Et c'est le cas quand on est élu. Par exemple, moi, à Bordeaux, j'ai une vision radicale de ce que peut être l'action pour résorber le sans-abrisme, mais il se trouve que ce n'est pas une compétence de la ville, et pour autant, la ville met en œuvre des solutions radicales. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec ce nouveau centre, mais plein de choses. L'utilisation du patrimoine municipal, la mise à l'abri des personnes, y compris des personnes sans papier et sans titre de séjour. Et donc, on a quand même une action qui change la vie des gens. Peut-être moins radicale parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Mais on peut se laisser aller à la radicalité des choses et à rêver à des changements radicaux par l'expérimentation. Et j'en finirai par là. À Bordeaux, on met en œuvre une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation. Et tout à l'heure, Sandrine en parlait de la radicalité à un moment de cette décision de mettre de l'argent en commun pour créer la sécurité sociale de la santé. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est créer un nouveau droit, le droit à l'accès à l'alimentation qui soit collectivement supporté parce qu'aujourd'hui, il y en a qui mangent très bien, qui mangent trop et qui même jettent à la poubelle et il y a des personnes qui ne se nourrissent pas, qui sautent des repas. Il y a eu des cas même d'étudiants qui ont eu des problèmes de santé gravissimes, voire des décès sur la difficulté d'accès à l'alimentation. Et donc nous, on s'est dit qu'on entrait dans cette radicalité d'une expérimentation d'une sécurité sociale de l'alimentation. On pourrait en parler plus loin, là c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est vraiment une volonté aussi de mettre en œuvre et de se laisser la liberté et d'avoir le courage de porter des solutions qui soient intrinsèquement radicales dans notre action publique au quotidien. Et j'en ai fini pour ce petit, comme dirait Thomas, freestyle de 15 minutes. On va pouvoir passer aux questions. Merci beaucoup, merci Harmonie, merci Sandrine. C'était super riche cet échange. On a plein de questions dans le chat. Je me permets juste encore une fois de remercier Sandrine et Harmonie pour ce qu'elles font, parce que c'est pas facile effectivement de mettre en place certaines choses quand on est à leur position d'élu. Et on peut avoir la chance d'avoir des élus comme Sandrine et Harmonie, mais c'est mon point de vue. Donc on va passer aux questions. En plus, vous avez super bien respecté le timing, hein, c'est magnifique. Alors, donc la première question qui est venue sur la table, c'est est-ce que vous avez des figures radicales qui vous inspirent? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont inspiré plus que d'autres dans votre combat politique? C'est une question de Charlotte. Je Vas-y, vous en, Harmonie. je vous en donne plusieurs ou non, on fait une par une, c'est bien, non? On en a 7, 8, je crois, des questions. Vas-y, Harmonie, commence. Euh, Écoutez, alors moi j'ai été, moi je suis de formation juriste et je souhaitais devenir avocate, mais il se trouve qu'entre-temps j'ai été élue, donc je remets ça à plus tard, mais peut-être bientôt. Moi j'ai été très inspirée par les combats autour des questions de violences sexistes et sexuelles et du droit à l'avortement avec Gisèle Halimi, par exemple, de me dire qu'à un moment, on pouvait être presque seul contre tous et se dire qu'il fallait y aller parce qu'on trouve ça profondément juste. Et de me dire que la justesse d'un combat ne réside pas dans est-ce que le temps de cette idée est venu et qu'on doit provoquer le temps des idées et qu'on doit les mettre au centre de la table. Et c'est ce qui fait que je me suis retrouvée dans la campagne qu'a menée Sandrine au moment de la primaire des écologistes. Et c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est pas quittés depuis. C'est vraiment de trouver, de discuter. Alors, c'est pas des lubies personnelles, mais en fait de se dire qu'il faut avoir le courage de porter des combats dans le débat public, quand bien même ils ne seraient pas majoritaires et quand bien même ils ne seraient pas... Enfin voilà, on entend souvent, on ne peut pas arrêter une idée dont le temps est venu. Et dans une discussion, Charlotte Mainviel, qui est présente ici, disait il y a des choses qui sont extrêmement radicales, puis après, comme les 35 heures par exemple, et ensuite elles rentrent ou comme le fait de ne pas travailler le week-end, ou la fin du travail des enfants, la fin de l'esclavagisme, qui paraissait complètement folle à des moments différents de l'histoire, et qui aujourd'hui nous paraissent tellement normales qu'on se demande comment on a pu ne pas y arriver plus tôt, ou le vote des femmes par exemple, comment on a pu ne pas y arriver plus tôt. Et puis une autre figure très très contemporaine
un député européen, Damien Carême, que moi j'ai connu dans ses combats pour la question migratoire lorsqu'il était maire. À Grande-Synthe, c'est qu'à un moment, Damien s'est dit zéro sans-abri, c'est possible. Alors, c'était à Grande-Synthe, c'est pas tout à fait la même chose qu'une grande ville comme Paris, comme Bordeaux, comme Lyon. Mais lui, ce qu'il m'a inspiré, c'est qu'à partir du moment où on veut mettre quelque chose en œuvre, il suffit de faire des choix, qui sont pas toujours des choix faciles, mais il faut faire des choix et que les choix peuvent mener en responsabilité à résoudre une problématique quand vraiment on y met beaucoup de moyens et de vigueur et de dynamisme sur cette question-là. Et il a fait des choses qui étaient assez importantes et très inspirantes. D'ailleurs, il a fondé ensuite une association, Landvita, pour travailler ensemble les collectivités sur ces questions d'accueil des personnes migrantes. Mais voilà, j'ai trouvé ça inspirant d'avoir un maire qui puisse se dire à un moment, je décide ça et je vais mettre en œuvre et on va y arriver. Et c'est vrai qu'il avait réussi à résoudre une partie du problème du sans-abrisme, y compris des personnes migrantes dans sa commune. Et Sandrine, je te passe la parole. Ouais, moi j'aime bien Enfin, j'ai pas des figures. Enfin, j'en ai plein, mais j'ai pas de figure une seule à laquelle je me référerais. Mais par contre, moi, ce que je note, c'est que tous ceux qu'on a qualifiés de radicaux, en fait, étaient dans le sens du temps. Enfin, si on regarde, par exemple, les suffragettes, je rappelle que elles, aient- elles détruisaient des tableaux dans les musées. Puis elles les détruisaient vraiment, elles. C'est-à-dire qu'elles y allaient franchement au couteau. Elles ont été emprisonnées. Elles ont fait des grèves de la faim. Comme on ne voulait pas qu'elles fassent des grèves de la faim, ben, on les a gavées comme des oies. C'est-à-dire on leur a mis un entonnoir et on a fait exactement la technique du foie gras, quoi. C'est-à-dire qu'on leur a... Il y en a certaines qui sont mortes étouffées de ça. Donc je veux dire, c'était... À l'époque, elles étaient ultra radicales. Mais la réponse qu'on leur renvoyait, la réponse politique qu'on leur envoyait était ultra radicale aussi. Et aujourd'hui, qui remet en cause le fait que les femmes aient le droit de vote, en fait? Et ça paraît même totalement déplacé, complètement décalé entre la violence qu'elles ont dû poser dans le débat politique en regard de la demande qu'elles avaient et de la justesse de cette demande. Mais on peut prendre des exemples comme ça de partout. Je rappelle que Gisèle Halimi, que maintenant on honore, qu'on va peut-être mettre au Panthéon si on y arrive, etc. Bon, Gisèle Halimi, elle a été députée, elle a tenu 2 ans parce qu'on considérait, parce que les hommes députés considéraient que elle était insupportable dans l'hémicycle et ils ont réussi à la faire partir au bout de 2 ans. Qui aujourd'hui remet en cause le combat de Gisèle Halimi sur le viol, sur l'indépendance de l'Algérie, sur enfin. Regardons, mais même Simone Veil, quand elle passe l'IVG, on considère qu'elle est ultra radicale parce qu'elle demande le remboursement par la sécurité sociale de l'IVG. Elle est menacée chez elle, son immeuble est tagué, on la renvoie à la Shoah. Qui aujourd'hui remet en cause le remboursement de l'IVG? Et en fait, mais on peut parler de Martin Luther King, on peut parler en Afrique du Sud, Mandela. Mandela, 27 ans de prison. 27 ans de prison pour juste l'apartheid, quoi. La fin de l'apartheid. Donc en fait, moi ce que je pense, c'est qu'on traite on traite de radicaux et de radicales dans le camp progressiste. Hein, je parle pas de, mais on traite de radicaux et radicales dans le camp progressiste ceux qui sont au diapason de la société à un moment et de son évolution. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu qu'on se réapproprie ce terme, parce qu'en fait, on nous renvoie le clivage, on nous renvoie la radicalité comme étant une forme de déstabilisation de la société, du politique, etc. Alors que profondément, c'est eux qui déstabilisent, c'est ceux qui nous renvoient ce mot-là, qui déstabilisent la société en ne voulant pas regarder la manière dont elle évolue. Et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction sur le hiatus qu'il y a entre un débat politique et une société qui évolue, c'est que je pense qu'on est exactement à ce moment-là. Alors oui, nous sommes radicaux, nous sommes radicales, nous sommes fiers et nous sommes en colère. Merci. Alors, la deuxième question, c'est une question de Manuel qui demande si on peut ou on doit tenter de concilier la radicalité et l'apaisement pour convaincre plus largement.
Alors, sur cette question, moi, ce que j'entends aussi, c'est la question de il faut rassembler et il faut pas faire de polémique, pas faire peur aux gens. Alors, deux choses là-dessus, c'est que je voudrais rappeler quand même que j'en reviens toujours à là, même parce que c'est assez, pour moi, fondateur et un bon exemple, que lors de la primaire pour les écologistes, Sandrine, avec ses idées qui étaient assez innovantes et à ce moment-là, et qui étaient remises dans le débat politique, a rassemblé beaucoup de gens à l'extérieur des partis politiques ont adhéré à ce système de primaire, ont payé, alors je sais plus combien c'était, 1 euro pour pouvoir voter, pour venir parce qu'ils étaient enchantés. Pour avoir vécu la primaire de l'intérieur, on avait vraiment du monde qui arrivait alors c'était pas une présidentielle, hein, ça restait dans un univers particulier et moindre qu'une présidentielle, mais on arrivait quand même à rassembler des personnes. Est-ce que pour convaincre, il faut être modéré? Moi, j'en suis pas sûre, hein, et c'est d'ailleurs un peu aussi la montée des questions radicales, que ce soit chez nous ou que ce soit chez les extrémistes à l'extrême droite, par exemple, ou à l'extrême extrême droite. C'est aussi parce que le réformisme arrive au bout de quelque chose et que les enjeux sont trop gros pour être réformés, pour être gentiment corrigés. Aujourd'hui, les problématiques, qu'elles soient sociétales, sociales, environnementales sont trop importantes et les réactions doivent être massives et on peut plus mettre des petits pansements à droite à gauche. Là, la voie d'eau, elle est bien plus importante que ça. Et une dernière chose, c'est que si on a peur, en fait, avoir peur de la polémique, pour moi, à un moment, c'est d'avoir peur de devoir aller convaincre et avoir peur d'aller. Enfin, voilà, on peut pas faire de la politique, surtout sur nos questions à nous, si on a un peu la flemme ou un peu peur d'aller convaincre les gens. Et quand avec Sandrine et avec d'autres, on se retrouve face à des personnes pour défendre nos idées, y compris très radicales, en fait, on y met toute notre énergie, toutes nos forces de conviction, toutes nos tripes de pourquoi on défend ces choses-là. On discute, on argumente, on se sert de références scientifiques, sociologiques, et on arrive petit à petit à convaincre les gens. Et sur la polémique spécifiquement, qui avait fait beaucoup de bruit de l'histoire du barbecue, de Sandrine qui avait dit le barbecue, c'est une image viriliste de consommation de viande et ça fait pas du bien à l'environnement et à notre société. Premièrement, c'est un des propos qui avaient été tenus dans quelque chose qui n'avait pas vocation à être totalement public et de passer sur BFM, puisque c'était un petit atelier à l'intérieur des JDE. Ça veut pas dire que c'était dit en cachette. Ça veut juste dire que c'était pas un moment le désir de faire un gros buzz et une provocation. Ça a été monté en épingle par ceux qui sont nos concurrents politiques à bien à droite, voire à l'extrême droite, et ça a tétanisé toute une partie des personnes, y compris de la gauche. Mais après, quand il y a eu des enquêtes qui ont été faites, eh ben, les gens étaient d'accord. Donc à un moment donné, il faut aussi peut-être faire confiance à la capacité aux gens de comprendre les enjeux et de les analyser et ne pas nous auto-freiner en se disant ça ne va pas rassembler. Quand on prône l'égalité, quand on prône la fin des conséquences d'une colonisation qui se traîne encore, quand on prône la fin des violences sexistes et sexuelles, ça concerne énormément de monde. Et quand on parle de santé environnementale, tout ça, ça concerne énormément de monde. Et en réalité, c'est plus rassembleur que ce qu'on peut l'imaginer. Pour compléter la réponse d'Harmonie sur est-ce qu'on peut concilier radicalité en fait rassemblement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, précisément, c'est la radicalité qui amène de nouvelles personnes à endosser le combat politique, à voter, à militer, à changer les choses. Et c'est précisément parce que nous ne le sommes pas assez que finalement nous ne gagnons pas. Et ça, c'est quelque chose que je pose parce que, comme l'a dit Harmonie, dans la primaire des écologistes, où j'ai posé une manière d'être, une manière de penser les choses différentes, euh, sont venus à la politique plein de gens qui n'allaient plus du tout voter, mais plus du tout, du tout, qui étaient complètement désespérés de cette politique. Et je vais le dire de manière un peu trash, mais en fait, on ne peut pas espérer gagner euh, dans le corps électoral actuel. Moi, je pense que il faut, si on veut passer un cap,
il faut aller chercher de nouvelles personnes qui aujourd'hui se sentent très éloignées du vote. Et donc c'est pour ça que il n'y a pas d'opposition. Au contraire, c'est précisément notre capacité à assumer notre ligne, à avoir d'autres mots, d'autres concepts, à penser une société différente, qui nous permettra de gagner. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à la question de Florent qui voulait en fait vous poser la question de la radicalité en politique dans le domaine de l'écologie. En fait, lui, il se pose la question de savoir si elle doit se limiter aux discours et aux prises de position ou s'incarner également dans les actions militantes concrètes. Donc, je pense qu'il parle notamment des actions de désobéissance civile. Je commence. Vas-y. Bon, je suis aujourd'hui une femme politique. Je suis élue depuis plusieurs années, mais je viens du milieu militant. J'ai commencé vraiment à faire de la politique dans un sport très militant qui est le roller derby et ensuite dans des associations de lutte pour les droits des personnes migrantes. Et je pense que c'est une très grande richesse, le milieu militant, qui n'est pas dans le même rythme et dans les mêmes codes que la vie politique et que les deux sont absolument complémentaires. Et aujourd'hui, je le vois en tant qu'élu, les militants viennent parfois nous bousculer, parfois nous conforter, nous encourager, et ensemble, on avance beaucoup. Et les politiques en responsabilité viennent aider les milieux militants, notamment par le subventionnement des associations. Et tout ça sont des choses qui fonctionnent ensemble et qui avancent ensemble. Et je pense qu'il est très important qu'il y ait des militants qui basculent en politique aussi pour qu'il y ait une interconnaissance de ces milieux et aussi des politiques qui retournent dans le monde militant. Moi, ça me manque beaucoup, par exemple, le monde militant, mais c'est des choses qui doivent avancer ensemble. Et oui, les deux sont nécessaires. Et je pense qu'il y a rien de plus utile aujourd'hui que des élus en écharpe qui viennent s'interposer entre des actions extrêmement violentes de répression, comme il y a eu à Sainte-Soline, et des militants écologistes qui étaient simplement venus militer autour des bassines. Donc, je crois que les deux doivent vivre ensemble, avancer ensemble, et sans rentrer. Enfin, je ne sais pas si Sandrine, tu vas vouloir rentrer dans la question de la désobéissance civile. Ben, moi, j'adore la désobéissance civile, voilà, c'est tout ce que j'ai à déclarer. Et je trouve que dans le milieu militant, particulièrement dans le milieu désobéissant, il y a vraiment une réflexion intellectuelle, une réflexion très pratique sur l'organisation, qui, moi, à chaque fois, enfin, m'impressionne véritablement. Et je pense que ces gens, dans ces milieux-là, sont en train d'inventer un autre monde. Ils sont déjà en train de bifurquer, ils sont déjà en train de penser les choses différemment. Et imaginer que c'est eux le danger, c'est faire partie du problème, en fait. Voilà. Donc, cœur aux militants désobéissants. Merci bien. Donc, on va passer à une autre question qui vient de Louise Emel. Elle pose la question de savoir s'il faut s'emparer de la notion extrême centre, selon vous, pour parler des partis tels que celui de Macron. Donc, par extrême centre, elle parle d'une politique ultra-libérale, opportuniste et autoritaire. Oui, oui, alors moi je suis tout à fait en accord avec ce terme d'extrême centre et d'extrême centrisme. Je maîtrise pas tout à fait ce sujet-là, donc je ne serai pas capable d'en parler longuement, mais je peux vous renvoyer à un podcast de Radio France, je pense que c'est France Inter ou France Culture, Enquête de politique de Thomas Legrand. Il y a un épisode sur qu'est-ce que le macronisme, où est développé par un historien de la politique la notion d'extrême centrisme avec divers exemples historiques et actuels et qui montrent que effectivement il y a un centrisme qui se radicalise et qui bascule vers l'autoritarisme et qui peut carrément virer à la dictature. On a des exemples dans l'histoire et ce qu'on trouve, je vais le poser là parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, ce qu'on trouve d'assez commun et dans cette question d'extrême centrisme qui bascule vers l'autoritarisme, c'est à la base l'absence de programme.
et pour seul et unique programme, l'action par la réforme. Et c'est quand même très proche de ce qu'on a eu avec Macron, notamment à la dernière présidentielle et aux européennes, où il n'y a pas de programme. Tout ce qu'on nous dit, c'est on va réformer. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, avec le nouveau Premier ministre, on ne sait pas ce qu'il y a derrière comme programme, si ce n'est la réforme, la réforme, la réforme. Donc oui, moi je suis tout à fait en accord avec cette notion-là et je vous renvoie vers ce podcast qui l'explique très bien et qui donne des éclairages sur ce qui se passe en France, notamment en ce moment, qui a pu se passer ailleurs avec Orban d'ailleurs, par exemple. Moi, je pense qu'il n'y a plus de centre. Je pense que le centre est en train de s'allier avec l'extrême droite de manière objective et continue pour consolider le socle de soutien aux activités économiques dépassées et dangereuses. Et donc, en fait, c'est exactement tous les basculements qu'on observe dans l'histoire. À chaque fois qu'il y a un régime d'extrême droite qui arrive au pouvoir, c'est parce que le centre les y a aidés. Nous sommes exactement dans ce moment-là. Donc pour moi, il n'y a pas d'extrême centriste, il y a une disparition du centre au profit d'une montée de l'extrême droite. Très bien. Alors, le webinaire va toucher à sa fin. Désolé, on n'a pas pu poser toutes les questions. J'ai essayé de prendre les questions qui étaient un peu générales pour pouvoir répondre à tout le monde. N'hésitez pas, on a un super compte Instagram. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous partager vos lectures, vos vidéos, vos articles, etc. sur notre compte Instagram. Donc, c'est @radicalement-du-bas-v. Voilà. Une dernière petite question, parce qu'elle est sympa, c'est est-ce que vous avez des livres ou des lectures à conseiller qui parlent de radicalité en politique? Oui, alors bah moi je vous invite à lire Radical et fluide de Réjeanne Sénac. De Réjeanne Réjeanne Sénac. Sénac, voilà, qui est assez intéressant sur le sujet. Et un autre livre, il n'y a pas radicalité dans le terme, mais c'est Comment je suis devenue anarchiste de Isabelle Attard. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage que j'ai offert à Thomas ici présent d'ailleurs aussi, parce que je trouve intéressant la démonstration entre le rapport à la politique entre sa vie personnelle, professionnelle, sa vie en tant que députée et militante politique et comment elle s'empare de la question de radicalité, d'autogestion et tout ça. Donc je vous le conseille aussi. Moi, je vais faire un moment d'auto-promo, c'est qu'il y a ce livre qui s'appelle Ceux qui nous portent, voilà, et qui parle de radicalité en politique et qui parle de tout ce que je vous ai dit. Et voilà, c'est vraiment un livre où j'ai allié la recherche et la politique. J'ai essayé d'écrire quelque chose qui vraiment invite à la réflexion et je serais absolument ravie d'avoir vos retours. Voilà, alors oui, je sais, c'est pas trop correct de faire un peu Mais d'auto-promo. si, t'as raison. Voilà. Et moi, je vais vous dire surtout, tout n'est pas perdu, tout commence au contraire. Voilà. Et j'en profite pour dire, parce que je sais qu'il y a plusieurs Bordelais dans la salle, que Sandrine sera présente à Bordeaux le 17 janvier à l'invitation des lecteurs d'Alternative économique pour présenter son livre Ceux qui nous portent. Alors si c'est comme les autres fois, ce sera au café Cheveux Russes. Parfait. Vous m'avez coupé On le... va conclure. Ouais, je vous laisse faire une petite phrase de conclusion. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. J'avais proposé un livre que Harmonie a proposé et le livre de Sandrine, mais bon, la promo est faite. Super. Ouais, un petit mot de conclusion Alors, avant que Harmonie et Sandrine concluent, parce que je préfère que ok. ce soit vous qui concluez le webinaire. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram, donc @radicalement-v. Vous pouvez nous rejoindre pour participer un peu à ces moments de réflexion avec nous un peu plus loin. Il y aura d'autres webinaires qui sont en préparation. Voilà, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller nous suivre et n'hésitez pas à partager aussi et à faire venir, d'autres personnes dans ce mouvement pour pouvoir parler de tout ça, d'une écologie radicale, féministe, antiraciste, décoloniale et accroissante. Et on m'indique dans le chat que le prochain aura lieu le samedi 4 janvier et on vous en dira plus rapidement. Voilà, je vous laisse conclure, Sandrine et Harmonie.
Oui, bah alors merci beaucoup d'avoir été là. J'espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus sur la radicalité et sur les lignes qu'on porte. Alors effectivement, prochain brunch le 4 janvier, mais on réfléchit parce que le prochain samedi, c'est le 21 janvier. Cool, c'est les vacances, plus qu'une semaine, tenons bon. On va sans doute quand même ouvrir un Zoom la semaine prochaine à la même heure pour discuter ensemble, donc sans thématique particulière, mais si vous voulez revenir avec nous discuter, soit de ce qu'on a parlé aujourd'hui, soit d'autres choses, ça permet aussi de se retrouver et de se donner de la force avant les vacances de Noël, qui sont pas faciles pour tout le monde. Donc voilà, 21 décembre, on vous en dit prochainement très vite. Sur le reste des brunchs, on est en train de travailler sur plein de sujets, sur la question des médias, sur la question du consentement ou pas dans la loi sur le viol, sur l'écologie décoloniale. Enfin, voilà, on travaille sur plein de sujets et on sera très heureux de vous retrouver. Oui, juste pour vous dire qu'on conçoit ce webinaire un peu comme un moment de réflexion collective. Et donc, c'est le premier. Merci d'avoir été là. Il y en aura d'autres sur des sujets justement qui alimentent et qui entretiennent la réflexion sur cette radicalité. Vraiment, moi, je voudrais vous dire que ne- les moments où on se sent oppressé par la situation politique, souvenez-vous, rappelez-vous que nous sommes déjà ailleurs et que c'est le monde politique qui tourne sur lui-même. Allez, go, on y va.